Le chapitre 74 de Kagurabashi nous offre la fin du flashback du passé de Samura et de Iwori, complétant ainsi le puzzle du plan de Yura et ouvrant vers la rupture du sceau de la jeune femme et surtout vers une future confrontation entre 3 manieurs de sabre ensorcelés. Et il n'y a pas à dire, le panel de fin est un véritable banger. Et bien qu'entre ce chapitre et le chapitre de la semaine précédente, il y a pas mal de choses à dire et à analyser, je dois avouer que cet arc est tout simplement incroyable. Un véritable bonbon, et qui ne cesse de s'améliorer avec le temps. Salut à tous, ici Noctis et bienvenue dans cette review du chapitre 74 de Kagurabashi. Après une semaine de hiatus de la chaîne, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet excellent chapitre. Un chapitre bourré d'éléments qui nous permettra de comprendre le plan de Yura, les motivations de Samura et surtout le choix d'écarter sa fille pour qu'elle arrête de subir les discriminations liées au fardeau qu'il doit porter. Alors si vous souhaitez vous replonger dans les éléments qui nous sont présentés cette semaine et un peu la semaine dernière, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors trêve de bavardage et allons-y franchement. Analysons les éléments qui nous sont présentés cette semaine dans ce chapitre. Le chapitre de cette semaine s'ouvre après que Samura ait appris le décès de Kunishige et avec la visite de Yura à son domicile après plusieurs années afin d'échanger une nouvelle fois avec le manieur. Dans cette scène, on apprendra la création du groupe que nous connaissons actuellement, les Ishaku, groupe dont l'objectif final est d'éliminer le maître manieur pour éviter qu'un nouveau Kodoku se produise, mais également de permettre à Yura de manier Shinushi, et ce, pour soi-disant éviter qu'une nouvelle catastrophe se produise. Ces premières pages de ce chapitre seront déjà bourrées d'éléments que l'on peut déjà analyser, surtout si on les couple avec ceux qui nous ont été présentés la semaine dernière. Dans le chapitre 73, alors qu'on apprenait que la population commençait à considérer les sabreurs imprégnés comme des meurtriers, et ce malgré les précautions prises par les Kamunabi, il nous avait été alors révélé que tout ceci était l'œuvre de Yura, qui répandait des documents relatant du pacte et de l'incident du maître manieur, et ce pour faire changer l'opinion publique et surtout pour pousser Samura à s'allier à sa cause. Ceci nous permettait donc de comprendre une nouvelle fois que le plan de Yura était quelque chose de bien ficelé, mais surtout, remis dans le contexte du chapitre de cette semaine, peut nous interroger sur ses véritables intentions, surtout au regard des éléments qu'il présentera à Samura. En effet, d'après ses dires, Yura souhaite éviter un prochain Kodoku. Et bien que cet élément paraît louable et pourrait servir de motivation pour que Samura se joigne à sa cause, et bien selon moi, le fait de tuer le maître manieur suffirait à résoudre le problème. Dans les éléments qui nous sont présentés par l'antagoniste, l'une des principales causes qui le pousserait à agir, eh bien ce serait la présence des fleurs qui ont été provoquées par Shinushi, fleurs qui seraient synonymes de la soif de vengeance de son manieur. C'est donc pour cette raison que ce dernier souhaite obtenir Shinushi, sauf que selon moi, éliminer le maître sabreur suffirait à faire le travail. Manier un sabre à la puissance de Shinushi ne serait donc pas nécessaire, sabre qui dans les précédents chapitres nous a montré que sa puissance était telle, que son contrôle était compliqué, et dont la maîtrise ne serait pas garantie par son manieur. Le fait d'éliminer le maître sabreur permettrait donc d'éradiquer la menace et d'éliminer tous ceux qui sont responsables du crime, à l'exception des Kamunabi. L'objectif de l'antagoniste se trouverait donc ailleurs, surtout que ces éléments qui nous sont présentés cette semaine me confortent dans la théorie qu'il s'agirait d'un survivant de l'île de Shokoku. En effet, si son point est de manier Shinushi pour pouvoir éradiquer ses fleurs, eh bien ceci serait dans son intérêt, sachant que l'ensemble de la population de l'île a été éradiquée et donc qu'aujourd'hui elle est inhabitée. S'il s'agit véritablement d'un survivant, son objectif serait donc de pouvoir réhabiter cette île, la repeupler avec les gens qui feraient partie de sa population, ou en tout cas des survivants, mais surtout son objectif serait de pouvoir se venger de ses oppresseurs. Et pour ce faire, ce chapitre nous offre un paquet d'éléments. Et pour moi, le plan de Yura serait assez simple. Eh bien, il s'agirait de recréer l'ensemble des manieurs ensorcelés, des manieurs qui partageraient ses objectifs, ou du moins qui seraient à sa botte. Alors oui, comme ça paraît assez simple, mais laissez-moi expliquer où est-ce que je veux en venir. Pour commencer, si on reprend la conversation entre Yura et Samura, l'antagoniste indique que les Ushaku ne peuvent pas dépasser un certain nombre. Et bien que ce nombre reste inconnu à ce stade, eh bien il pourrait être égal au nombre de sabreurs ensorcelés, ce qui pourrait venir valider ma théorie. Ainsi, une fois son objectif atteint, chacun des cadres de Ishaku aurait la possibilité de manier un sabre, et Yura manierait Shinushi, le sabre le plus puissant. Et ceci serait encore plus pertinent lorsque l'on pense au sceau qui est actuellement présent et qui lie l'ensemble des manieurs, l'ensemble des sabres, à un seul point, celui de Shinushi. En effet, dans les chapitres précédents, on apprend le lien entre le maître sabreur et l'ensemble des sabreurs. Ce lien est tellement fort que si ce dernier venait à perdre la vie, eh bien cela signifierait la mort de l'ensemble des possesseurs, quelque chose qui avait empêché les Kamunabi d'éliminer le maître sabreur, tout simplement pour pouvoir préserver la vie de ceux qu'ils appellent aujourd'hui les héros.
Ainsi, en prenant cette place, Yura pourrait s'assurer de la fidélité de ses cadres, tout simplement parce que ces derniers éviteraient de s'en prendre à lui, puisque s'en prendre à lui signifierait perdre la vie. Et ceci aurait encore plus de sens si Yura, dans son recrutement, aurait utilisé les mêmes arguments qu'il utilise aujourd'hui pour convaincre Samura, à savoir le fait qu'il veut tout simplement éviter un Kodoku pour pouvoir les recruter, alors qu'en bout de course, son objectif serait tout simplement de se venger, de provoquer lui-même un prochain Kodoku, et ce, encore une fois, pour un objectif de vengeance. Ceci expliquerait aussi pourquoi à ce stade il n'a pas l'air de se soucier réellement des sabres imprégnés, ne souhaitant pas réellement se lier avec un sabre existant le temps de pouvoir mettre la main sur Shinushi, allant jusqu'à même laisser s'échapper certains sabres aux mains des Kamunabi ou encore à certains sbires, sachant qu'au moment où il éliminera le maître sabreur, eh bien cela signifierait la mort des sabreurs actuels. La mort de Kunishige aurait alors comme objectif principal de convaincre Samura qu'il n'a désormais pas le choix de se lier à sa cause, ayant peur pour l'avenir et surtout pour sa fille, levier important qui explique pourquoi ce dernier a mis tout en œuvre pour que son crime soit répercuté sur Iori, élément permettant de motiver le sabreur qui se sentirait comme au pied du mur. Ce serait donc grâce à son aide sur lequel ce dernier compterait, et qu'en bout de course, la menace du maître sabreur serait tellement importante que Sanora n'aurait pas le choix de se concentrer sur lui, surtout que lorsque l'on considère que les Kamunabi possèdent actuellement Shinushi. L'espoir de Yura serait donc que, en voyant que l'intégralité des sabreurs ensorcelés se ferait éliminer par Samura, que ces derniers, dos au mur, n'auraient plus le choix de confier le sabre au maître sabreur, élément qui provoquerait une menace beaucoup trop importante, et qui pousserait Samura à l'affronter, à le stopper, ce qui provoquerait sa mort et laisserait le champ libre au protagoniste. Et si on considère que cette piste serait seulement une hypothèse, Yura aurait pris le devant avec Hiyori. C'est pour cette raison que ce dernier, lors de cet arc, souhaite la capturer, tout simplement pour avoir un second moyen de pression sur Samura, et ainsi, par cet intermédiaire, lui promettre que sa fille serait épargnée, à la seule et unique raison où ce dernier éliminerait le maître sabreur. Ici, son plan serait ficelé de A à Z. Mais en bref, pour résumer, Yura espérait que les maîtres sabreurs s'entretuent entre eux, pour qu'ils puissent ensuite prendre la place, récupérer Shinushi, et ensuite se venger de la nation oppresseur, de la nation qui a attaqué son île natale. Bref, ici il s'agit de la théorie que je souhaitais vous présenter, et je suis vraiment content de pouvoir vous la présenter, mais comme son nom l'indique, il s'agit uniquement d'une théorie. Bref, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis dans l'espace commentaire, car je serais curieux d'avoir votre opinion. Mais bon, maintenant qu'on a évacué ce gros sujet, eh bien je vous propose de passer à la suite, à savoir d'aborder Hiyori et surtout la rupture de son sceau. Lors du chapitre 73, on apprenait donc que cette dernière subissait de la discrimination par rapport à son père. Père qu'elle a fini par admirer bien que ce n'était pas gagné au départ, et pour qui elle a voulu devenir plus fort pour pouvoir rester à ses côtés, ne souhaitant plus perdre personne et étant reconnaissante d'avoir pu, grâce à lui, voir le sourire de sa mère jusqu'à sa mort. Cette dernière a donc, du mieux qu'elle a pu, résister aux insultes de la population. Cependant, c'est à cause de son crime et de son attachement pour elle que Samura décidera dans un premier temps de l'envoyer chez sa tante, puis dans un second temps de demander au Mazumi d'imposer un sceau afin de faire disparaître son identité pour elle, pour lui et pour l'ensemble de la population. Ainsi, les éléments de ce chapitre, à commencer par le flashback, nous montrerons que c'est bien cet élément qui aura pour conséquence de réduire le sceau à néant, laissant ainsi éclore les sentiments de la jeune femme et sa volonté de vouloir revoir son père une nouvelle fois. Et ceci sera lourd de conséquences. Déjà, on peut acter que les souvenirs de Samura sont désormais de retour, bien que je m'interroge sur le fait qu'il les ait réellement perdus. En effet, bien que le fardeau de ses crimes soit une motivation importante pour le pousser à se ranger du côté de Yura, c'est bien le fait qu'il s'inquiétait pour sa fille qui l'a réellement convaincu de se ranger à sa cause. L'effacement de ses souvenirs aurait dû donc en théorie faire vaciller sa volonté, mais bref. Partons du principe qu'il avait effectivement perdu ses souvenirs et qu'il vient de les récupérer à l'instant. L'éveil de ses souvenirs sera donc un élément important pour la clôture de cet arc, étant donné que Hiyori est actuellement menacée par les Ishaku et que Chihiro lutte de toute son âme pour pouvoir la protéger. Ainsi, Hiyori aura sûrement un rôle très important à jouer, surtout lorsque l'on regarde les événements qui lui sont présentés en fin de chapitre. Je parle bien entendu de l'utilisation du sabre Denten par Chihiro et de Kumeyuri par Hirohiko, événement qui fera apparaître Samura muni de son sabre Tobimune. Ici, bien que la fin du chapitre nous tease un combat à mort entre les deux sabreurs, eh bien j'ai du mal à croire qu'on va assister à la mort de deux d'entre eux pour en laisser qu'un, à savoir soit Chihiro ou Samura. Bon, laisser en vie Chihiro, sinon ce serait complètement la fin du manga. Alors je ne dis pas ça parce que je vois moi le Chihiro battre Samura, même si je pense pas qu'il puisse le battre à ce stade, malgré le fait qu'il ait acquis des compétences en maniement du sabre, élément qui sera mis en avant dans ce chapitre par Ro, sous forme de flashback. Mais je pense plutôt que les deux protagonistes partageront le même objectif, à savoir celui de protéger Hiyori.
La priorité des deux personnages sera donc sûrement dans un premier temps de repousser les attaques de Ishaku, avant d'avoir une véritable confrontation entre Samura et Chihiro. C'est lors de cette dernière que nous pourrons constater les progrès réels de Chihiro au combat, bien que je pense que ce combat sera interrompu par Iori ne voulant voir personne mourir, et surtout des personnes qui lui sont chères, à savoir son père, et désormais Chihiro qui sera responsable de l'éveil de ses souvenirs, de la renaissance de ses sentiments, et surtout qui sera la personne qui l'aura protégé jusqu'au bout. Ainsi, la jeune femme pourrait bien être responsable d'une nouvelle collaboration entre les deux personnages pour pouvoir accomplir un objectif qui serait commun, celui de pouvoir reprendre les sabres ensorcelés. Et bien entendu, il y aurait toujours des différences entre Samura et Chihiro en ce qui concerne le rôle du maître sabreur. Et pour cet élément, eh bien, il va falloir attendre la suite des chapitres, qui nous donneront sûrement plus de réponses à condition que les éléments que je vous ai présentés jusqu'à présent sont véridiques. Bref, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre ou de cette review. Et en ce qui me concerne, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.